Là-bas, tout proche, si près de nous, Israël, le Moyen-Orient, et des images qui nous en parviennent tous les jours, des images de deuil, des images de souffrance intolérable. Et une région, Israël, Palestine, une région si belle que Dieu, dit-on, a voulu en faire sa résidence sur la terre. Une région de peuple, de rêve. La semaine dernière, nous avions entendu sur ce plateau de riposte des réactions des représentants de la communauté musulmane. Ils avaient à la fois affirmé leur solidarité avec la Palestine et en même temps appelé au calme. Alors, aujourd'hui, sur ce plateau de riposte, nous avons des représentants, certains élus de la communauté juive de France et d'autres qui sont des personnalités, juives de France aussi, mais indépendantes par rapport aux institutions, mais qui se sentent évidemment très concernés, très touchés par ce qui se passe là-bas. Alors nous verrons comment ce conflit peut, pardon de l'expression, peut s'exporter, le risque d'exportation de ce conflit ici, en France. Aussi nous essaierons de voir comment vit la communauté juive, comment elle réagit à ce qui se passe ici. Comment fonctionne aussi, parce que c'est la vocation de la 5e, c'est d'essayer de comprendre aussi comment fonctionne la communauté juive en France avec ses représentants, avec ses institutions. Et ensuite, nous nous poserons la question simplement, qu'est-ce que c'est, au fond, être juif en France en l'an 2000 ? Mais avant d'entrer dans notre débat, avec votre aide à tous, un bref rappel des faits signé par Emmanuel Sudre de l'équipe de Riposte. Depuis plusieurs semaines, la communauté juive de France vit entre crainte et inquiétude, tout en tentant de ne pas céder à la psychose. En effet, plus de 80 actes antisémites ont été perpétrés, incendies, graffitis, dégradations. Du coup, les 280 synagogues et les 250 écoles juives du territoire sont sous haute surveillance. Pour les 600 à 700 000 juifs de France, au-delà de l'émotion légitime, se bouscule un certain nombre de questions sur l'identité et l'attitude de la communauté. Le consistoire central, l'autorité spirituelle du judaïsme, en appelle à l'identification à Israël. Le CRIF, de son côté, Conseil représentatif des institutions juives de France, prône l'apaisement. Il réfute aussi, par la voix de son président Henri Aschenberg, toute ingérence dans la politique israélienne. D'autres voix, par le biais de pétitions publiées dans les journaux, réclament tout simplement la paix, en refusant l'internationalisation d'une logique communautaire et en s'opposant à la logique suicidaire des paniques identitaires. Entre revendications et appel au calme, le conflit israélo-palestinien trouve une résonance en France. Mais si les initiatives se multiplient pour désamorcer les tensions, peut-être peut-on espérer une très prochaine paix retrouvée. Alors je voudrais que dans un premier temps, d'une manière assez rapide, presque en un mot, vous disiez quel sentiment vous traverse l'esprit et le cœur en ce moment. Henri Aschenberg, vous êtes président du CRIF. En un mot, quel est votre adjectif, quel est votre sentiment en ce moment? Tristesse, la profonde tristesse devant un gâchis énorme, gâchis de vie humaine, gâchis de la paix, gâchis des relations entre musulmans et juifs peut-être en France. Et donc tout ça est affligeant. Moïse Cohen, vous êtes président du consistoire de Paris. Moi, je suis horrifié parce que la plupart des Juifs qui habitent en France ont de la famille en Israël et donc ils sont absolument inquiets. Et puis je suis angoissé de voir que la plupart des édifices religieux juifs ont été attaqués ces derniers jours et donc je suis horrifié. Rabbin Gilles Bernaï. Désarroi et regret. Désarroi parce qu'on a l'impression de revenir des années en arrière, que l'on était si proche de ce qui semblait pour certains un accord de paix et que beaucoup de choses semblent aujourd'hui à refaire et que probablement il y a un travail de deuil à opérer. Frédéric Ancel, vous êtes docteur en géopolitique, en un mot vous aussi. Beaucoup d'espoir, parce que je pense que d'un point de vue géopolitique, les accords d'Oslo sont de mauvais accords et que par conséquent, on n'allait pas véritablement vers une paix et qu'au contraire, maintenant, on va peut-être pouvoir poser les vrais problèmes entre Israéliens et Palestiniens et aboutir à une véritable paix sur le terrain. Stéphane Zadansky, vous avez écrit un livre qui s'appelle « De l'antisémitisme ». Quelle est votre réaction en un mot? Je ferai une citation de la Bible, du roi Salomon, c'est rien de nouveau sous le soleil. Ronnie Broman, là-dessus tout à l'heure. Moi, je voudrais savoir simplement si vous pensez, Frédéric Ancel, qu'il y a antisémitisme en France à l'heure actuelle. Je vous réponds à travers ces actes
non. Antisémite, comment vous Franchement, ressentez ça? Je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui un regain d'antisémitisme en France. Je pense que l'instrumentalisation dont j'ai parlé tout à l'heure pousse de jeunes désœuvrés, de jeunes gens qui sont manipulés par des cadres et des sympathisants islamistes dans un certain nombre de banlieues, sont utilisés pour faire un coup de force contre une synagogue ou un intérêt, un bien juif ou des personnes juives. Mais je ne pense pas qu'on puisse vraiment parler de regain d'antisémitisme de manière générale. On est dans la micro-analyse. Je crois que pour ce qui est des jeunes musulmans des banlieues, ils n'ont pas attendu qu'il y ait un conflit entre Palestiniens et Israéliens pour être révoltés, pour casser des voitures. C'est des problèmes sociaux qui sont beaucoup plus vastes que simplement Entre les voitures et les synagogues, il y a une différence. Oui, bon, enfin, peu importe. Et j'ai l'impression, moi, ce débat le montre, que vraiment, quand je disais tout à l'heure, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, on a l'impression d'être pendant la guerre de Kippour ou d'être 30 ans en arrière dans les discussions entre intellectuels juifs ou même entre intellectuels pro-palestiniens et pro-israéliens. Il n'y a rien de rigoureusement nouveau dans ce conflit et dans ces massacres et dans la manière dont il est interprété ici ou là. Vous trouvez qu'on a toujours brûlé des synagogues en France? Vous, c'est quelque chose pas nouveau. Il n'y a pas eu le processus de paix non plus depuis Oslo. Oui, Qu'on le soit pour ou contre, ça n'a pas existé. Il n'y a pas eu de processus de paix. C'est un peu simpliste comme formule. Du tout. On est en train de s'apercevoir que justement, il n'y a pas de processus de paix possible. Frédéric Ancel, mais parce que je voulais juste... Télé ou pas télé, on n'a pas entendu d'avoir des images télévisées en gros plan de quelqu'un qui meurt pour qu'il y ait des gens pour qu'il y ait des carnages dans le monde. Parce que dans votre livre sur l'antisémitisme, qui s'appelle De l'antisémitisme, vous y allez quand même assez fort. Vous dites, je compte sur les doigts d'une main les êtres humains absolument dépourvus d'antisémitisme que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Vous y allez. Oui, c'est d'après ma définition d'antisémitisme qui consiste, si vous voulez, à ne pas aimer la Bible et à ne pas aimer se nager dans cet océan de lettres et de mots qu'est la Bible. Donc à part quelques écrivains, Kafka et d'autres, en effet, ou Joyce, il y a peu de gens sur les doigts d'une main, qui savent jouir de la Bible. Mais c'est pas rencontré d'antisémites. Ce que j'ai voulu dire par là, c'est que j'ai quasiment jamais rencontré dans ma vie, juifs compris, des gens qui ne dérapent pas à un moment ou à un autre sur cette question, qui ne soient pas troublés par cette question, qui sachent garder leur sang-froid et réfléchir et comprendre la fameuse question. Vous faites sourire le rabbin Bernheim, hein, monsieur le rabbin. Pourquoi vous souriez comme ça? Oui, parce qu'entre les antisémites et les philosémites, il y a un nombre considérable de catégories intermédiaires, aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan culturel. C'est la raison pour laquelle je souriais. Renouveau de l'antisémitisme, Frédéric Ancel. Non, je voudrais revenir d'un mot sur une idée qui me paraît intéressante. Pour le reste, je suis assez largement en désaccord. Mais une idée intéressante qui est qu'effectivement, ce n'est pas un problème d'antisémitisme dans le monde arabo-musulman, mais c'est un problème existentiel. Le monde arabo-musulman tel qu'il interprète le Coran aujourd'hui ne reconnaît et ne reconnaîtra jamais la légitimité d'un État souverain sur une terre perçue comme musulmane, la terre de Palestine, pour un peuple juif. Autrement dit, l'islam reconnaît parfaitement le judaïsme en tant que culte, en tant que religion. Cette religion doit même être en principe protégée, avec des guillemets, dans l'islam, mais non pas un peuple souverain, non pas une nation juive. Et c'est là, à mon sens, effectivement, tout le problème, et je dirais que c'est vraiment la source du conflit au Proche-Orient. Et c'est une source qui n'est pas prête de se tarir. Merci. Moïse Cohen, vous êtes président du Consistoire de Paris, donc vous êtes... L'opinion publique a été pendant quelque temps, à mon avis, chloroformée. Aujourd'hui, les esprits se reprennent. Et je vous en donne un exemple. Pas plus tard qu'hier soir, nous étions à une rencontre pour la paix entre juifs, chrétiens et musulmans, avec le recteur de la mosquée d'Évry. Et il y a eu unanimité pour reconnaître que quels que soient les conflits actuels, quelle que soit la guerre, tôt ou tard, il y aura la paix. La paix est inéluctable. Il n'y a pas d'autre alternative. Donc il peut y avoir des incidents de parcours. Monsieur Zagdanski peut ne pas être d'accord pour des raisons génétiques liées à des problèmes qui se situeraient entre le Coran et la Bible. Peut-être, on peut l'admettre, mais il n'y a pas de problème. Tôt ou tard, la paix interviendra. Pourquoi? Je suis d'un pessimisme biblique. Peut-être. Monsieur Cohen, voilà. Écoutez, moi j'ai fait partie, avec le CRIF, d'une délégation qui s'est rendue dans les territoires. Bon. Vous avez rencontré Yasser Arafat, vous lui avez serré la main. Oui. Mais il y a surtout quelque chose qui nous a beaucoup frappé. C'est que pour aller d'Amman à Jérusalem, pour aller de Gaza à Tel Aviv, etc., il y a moins d'une demi-heure. Par conséquent, ce sont des voisins. Si demain il y avait une explosion, ça serait une explosion sur tout le Proche-Orient. Donc je vous dis, la paix est une obligation absolue et tôt ou tard elle interviendra sous nos yeux, dans 5 ans, dans 10 ans, mais tôt ou tard, les ultras, les fanatiques, les extrémistes de tous bords reculeront pour que la paix intervienne. Mais justement, non, s'il vous plaît. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire humaine. Que les fanatiques reculent. Merci. Et que les raisonnables gagnent. Il y a justement des gens dans la communauté juive de France qui sont qui représentent une opinion très musclée par rapport à Israël. On est allé les rencontrer avec Christophe Lancelotti de l'équipe de Riposte. On va vous faire réagir après sur le plateau. Allez-y.
Un Arabe qui veut vivre en Israël, on lui donne des droits, il a des droits comme n'importe quel citoyen, il peut travailler, élever sa famille, vivre avec beaucoup de respect. Ok, à partir du moment où il commence à revendiquer des droits territoriaux ou des droits nationaux, c'est-à-dire il veut un drapeau, il veut une armée, il veut un hymne national arabe, il n'a rien à faire chez moi. Le peuple palestinien, quand même, il n'existe pas. Tout le monde le sait qu'il n'existe pas. Ce n'est pas. Il y a une nation arabe qui existe, il y a une nation musulmane, et ils peuvent, eux, avoir des revendications, mais pas sur Israël. C'est quand on soutient l'intifada sur la terre d'Israël, il faut s'attendre à avoir l'intifada chez soi. Non, M. Chirac soutient l'intifada en Israël, il l'aura dans les banlieues françaises. On verra comment il réagira, s'il aura beaucoup de retenue et s'il va simplement prendre des gaz lacrymogènes. La police fait son travail. Nous, on a fait aussi un travail de fond, c'est-à-dire qu'on a commencé à descendre sur le terrain. Ils ont vu qu'on était là, ils se sont calmés. Il vaut mieux pour eux parce que sinon, ils vont avoir une réponse adéquate. On ne se permet plus aujourd'hui, au XXe siècle, après ce qui s'est passé il y a 50 ans, de toucher la communauté juive de France en tout cas. Et dans le monde, le Bétar est là partout pour gérer ça. Je ne crois pas qu'on trouvera dans la communauté juive de France des sentiments de haine. On trouvera un sentiment d'autodéfense, de préparation, de détermination, de solidarité encore plus poussée avec l'État d'Israël. Il faut arrêter de dire que le pauvre peuple palestinien a besoin d'une terre, alors qu'on a toujours su que c'est le pauvre peuple de juifs qui a eu besoin d'une terre pendant 2000 ans. Il ne faudrait pas que le mot antisémite aujourd'hui rime avec antisionisme, mais qu'on se permette aujourd'hui, je pense, sans pouvoir dire qu'on est antisémite, de dire je suis antisioniste et d'aller dans la cause pseudo-palestinienne qui n'existe pas, encore une fois. Nous n'avons jamais demandé il y a 2000 ans à être expulsés de la terre d'Israël. L'histoire l'a fait ainsi. Pendant 2000 ans, à travers 80 pays dans le monde, le peuple juif s'est maintenu uni, avec les yeux rivés sur Jérusalem, et nous n'allons pas l'oublier. Henriette Genberg, je vous ai vu là pendant que vous regardiez ce petit reportage. Vous aviez l'air triste. Pourquoi? Non, parce qu'on donne beaucoup d'importance à une expression qui est très marginale. C'est-à-dire que... Qui sont ces gens? Ces gens, le groupe du Bétar, ce sont des jeunes de 12 à 18 ans. C'est un mouvement sioniste, c'est-à-dire des jeunes garçons, pour les plus jeunes, je ne parle pas du plus ancien qui a parlé après, qui sont dans une organisation qui a pour vocation d'inciter les jeunes juifs à aller vivre en Israël. Alors la plupart d'entre eux, effectivement, vont en Israël. Ils sont 150 à 200 qui, chaque année, vont en Israël, reviennent après avoir fait une expérience ou restent en Israël pour s'installer et y vivent définitivement. Expérience de quel genre? Donc c'est un sionisme engagé qui est très marginal dans cette communauté, puisqu'il y a une communauté d'environ 700 000 juifs, et que les 700 000 juifs, jusqu'à présent, ils restent ici. Il y a quand même 1000 à 2500 juifs par an qui vont en Israël pour tenter de s'installer là-bas et qui reviennent, mais qui ne font pas partie du Bétar, pour la plupart d'entre eux. Le Bétar, ce sont des jeunes, c'est un groupe qui représente très, très peu en proportion dans le judaïsme français. Ils sont les plus gueulards de la communauté. Ils sont les plus organisés pour gueuler. J'ai entendu M. Franciscan tout à l'heure prendre la parole. Lui nous reproche de représenter des gens comme lui qui ne veulent pas adhérer à la communauté. Alors, en étant en marge, il donne, sans le vouloir, de l'importance à ceux qui peuvent être les plus extrémistes, mais qui peuvent prendre le pouvoir dans la communauté parce que ceux qui n'en font pas partie fragilisent cette communauté organisée. Donc, en étant, si vous voulez, aux alentours de cette communauté, mais sans la rejoindre et en la critiquant et en voulant taper dessus pour dire qu'il ne la représente pas, alors on est en train... Oui, nous sommes effectivement tous les trois en dehors, à la marge. Vous avez la parole, vous avez la parole. Ça me va très bien. Ronnie Broman, qu'est-ce que vous reprochez au CRIF, tel qu'il s'exprime en ce moment? Je reproche au CRIF non pas ses prises de position, quoique il me semble que s'exprimer au nom d'une religion à propos d'un conflit territorial qui se déroule à 3000 km de là, c'est déjà un véritable problème. Et la deuxième chose que je reproche, c'est au nom du CRIF, que je respecte, qui a évidemment le droit de s'exprimer, et M. Genberg le représente très dignement, aucun problème, de représenter les 90%, c'est-à-dire les quelques 650 000 juifs de France qui sont d'un seul coup mobilisés, enrôlés dans une politique, dans une position, de soutien inconditionnel, c'est les mots que vous prononcez vous-même. Non, vous êtes dans une fidélité, en tout cas apparemment à la télévision israélienne, c'est comme ça que vous vous exprimez, M. Genberg, soutien inconditionnel à la politique israélienne. Et nous ne voulons pas entendre parler de ça. Profondément anti-judaïque. C'est une idée profondément anti-judaïque. L'idée qu'il puisse y avoir une institution quelconque qui représente l'ensemble de la communauté juive, quelle qu'elle soit. Attendez, attendez. Voulu qu'il y ait des institutions. Mais arrêtez, on n'est pas pendant la guerre, et vous ne savez pas ce que j'aurais voulu ou pas voulu. Vous ne parlez pas en mon nom. Je suis un être humain, vous êtes un être humain, vous n'avez rien à dire. Vous ne savez pas ce qu'est mon désir, mon vouloir, ni ce que je suis en tant que juif.
Et c'est ça le judaïsme. On n'a pas de pape dans le judaïsme qui dit ce que doit être le sentiment d'être juif ou chrétien en l'occurrence. Attendez, c'est pas terminé. Le propre du judaïsme, c'est précisément de briser l'étape de la loi. Ce qu'ont fait les juifs, le rabbin Bernam le sait parfaitement, de manière merveilleusement belle et merveilleusement joyeuse et enjouée depuis des siècles et des millénaires, à savoir surtout pas avoir ce réflexe identitaire qui est la même chose que l'on reproche aux immigrés, aux étrangers aujourd'hui quand on veut représenter la République française en disant assimilez-vous. Vous êtes en train de dire les juifs qui ne s'assimilent pas au CRIF ou à la communauté française sont des mauvais juifs et c'est exactement ce que vous venez de dire. Vous avez dit ça ? C'est une idée Vous avez dit ça ? quasiment antisémite. Voilà, vous voyez, Regardez, moi j'accepte le débat des idées, d'accord ? Mais si on ne transforme pas mes paroles, si on ne les dénature pas, si on n'est pas en train de dire des mots que je n'ai jamais prononcés. Alors, je ne suis pas d'accord, M. Broman, avec ce que vous avez dit, ni vous, monsieur, parce que je n'ai jamais prononcé ces mots-là. Alors je n'aime pas être sur ce terrain-là. Attendez, c'est très curieux, M. Sonnenberg, parce que je ne vous ai pas mis vous en cause. Et je voudrais dire quelque chose, en changeant un petit peu de sujet, qui va nous mettre d'accord. Non, vous allez voir, ça va nous mettre d'accord. Il y a un autre danger en France, à propos de l'antisémitisme. C'est l'exploitation de ce qui se passe actuellement par l'extrême droite. On parle des loupards de banlieue. Moi, je les appelle des rebelles sans cause. Ils ont trouvé une cause. Ils font, vous l'avez très bien dit. C'est ce que disait Moïse Cohen. Etc. N'en parlons pas. Mais il y a derrière ça toute cette masse des gens qui votent pour l'extrême droite, toute cette masse des gens qui favorisent le révisionnisme contre lesquels, avec Thierry Vidal-Naquet, j'ai essayé de combattre. Ces gens-là sont dans l'ombre pour essayer d'exploiter la situation. Et je pense que là-dessus on sera d'accord, peut-être même y compris sur les mesures à prendre, que nous devons être extrêmement prudents parce que c'est là que peut se situer, pas du tout du côté des loupards de banlieue, c'est du côté de cette situation qui n'a jamais complètement désarmé les gens qui ont, depuis Vichy, depuis Maurras, et qui, dans l'extrême droite en France, elle est importante, et elle est antisémite. Monsieur Francis Kahn, ensuite Moïse Cohen. vous revendiquez le droit pour un intellectuel juif, ou pas pour un intellectuel juif, mais pour un juif, de ne pas faire partie d'organisations et en tout cas de ne pas être représenté par des gens qui prétendraient parler en leur nom. Le CRIF, c'est le Conseil représentatif des institutions juives de France, c'est-à-dire 60 institutions, et pas des moindres, et associations, toutes celles représentant la communauté organisée. Le consistoire, c'est-à-dire les consistoires, tous les consistoires en France, c'est-à-dire tout ce qui est autour des synagogues, des centres culturels, les lieux de prière, les cimetières. Ça représente aussi le fonds social, c'est-à-dire toute l'action sociale de la communauté juive. Tous les mouvements qui sont engagés, tous les mouvements associatifs. Je peux avoir la prétention aujourd'hui de parler en leur nom. C'est la communauté juive organisée. C'est des centaines de milliers de personnes. Vous n'en faites pas partie, oui. Non, ce ne sont pas des centaines de milliers de personnes, mais enfin, c'est pas une question de juifs, c'est pas une question de chiffres, mais ce ne sont pas des centaines de milliers de personnes. Moïse Cohen a demandé la parole, de la communauté et vous juive aussi. en France, et tant mieux d'ailleurs. Les fêtes de Kippour, par combien de personnes sont fréquentées ne représente que soi-même, c'est rien. D'un point de vue historique, la communauté juive de France est très éloignée de ses représentants, des gens qui se disent Ils ne sont pas forcément associés. Mais ils sont Attention, revenons à des choses compréhensibles pour tout le monde. Ils représentent une minorité ou pas une minorité agissante, peu m'importe. Mais n'oubliez quand même pas une chose, le peuple d'Israël sur sa terre, qu'est-ce qu'il a fait depuis maintenant 10 ou 15 ans, et particulièrement depuis 10 ans, depuis Madrid, depuis Oslo? Les accords, les négociations. Il a fait le deuil d'un certain nombre de certitudes. Il y a 15 ans, on n'allait pas parler avec les Palestiniens, c'était strictement interdit. Serrer la main d'Arafat était quelque chose d'inimaginable. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de quotidien. Les Israéliens l'avaient fait. Non, c'était puni. Des Israéliens l'avaient Ça n'était pas inimaginable, c'était puni. C'était puni. C'était puni, mais c'était Certains imaginable. l'avaient fait quand même. Je ne dis pas En que tout ça cas, n'a Henri jamais... Adjenberg et Moïse Cohen l'ont fait, représentants de la communauté juive française. Ce ne sont pas des doux rêveurs et des doux utopistes. Pardon ? Ce ne sont pas des doux rêveurs. Vous êtes en train de définir Non, les révolutionnaires sont des gens Mais ce ne sont pas des révolutionnaires, c'est pas Marx, c'est pas Engels, ce sont des jeunes. Je vais vous dire que vous êtes trop cultivé en termes politiques pour identifier la culture révolutionnaire au seul marxisme. révolutionnaire, c'est mai 68. Monsieur Rabin, c'est pas mai 68 qui est en train d'arriver en Israël. Il y a deux choses qui sont, à mon avis, la cause, les deux conflits, si vous voulez, les deux choses qui entrent en conflit en Israël, c'est mon avis. Il y a d'une part, ça a une grande responsabilité, hélas, il faut le dire. Moi, je suis très sévère aussi à l'égard d'Israël, à l'égard des Palestiniens et à l'égard d'Israël. En Israël, c'est que le système politique est pourri, au sens propre. C'est-à-dire que c'est une véritable démocratie, mais qui est, je vais vous expliquer ce que je veux dire par là, qui est menottée par les petits partis, qui en effet représentent très peu de monde en Israël. La majorité des Israéliens, en effet, sont des gens très raisonnables, qui ont été prêts, en effet, à faire la paix et qui voulaient faire la paix, mais le système politique israélien est conçu de telle manière que les dirigeants politiques et militaires israéliens sont à la merci
d'un malade mental comme Sharon qui savait très bien qu'il était sur une poudrière et on n'allume pas sa cigarette quand on est sur un baril rempli de fioul, même si c'est pas vous qui avez rempli le baril de fioul ou d'essence. C'est ça que je veux dire, c'est un homme politique, c'est censé être un homme responsable. Donc il a sa responsabilité en tant qu'être humain. Il savait parfaitement, c'est pas un saut. Le ministre israélien, il n'y a pas que des fous. Soit il y a une majorité de gens raisonnables, soit il y a une majorité de fous. Et dans l'autre camp, parce qu'il faut être juste et il faut être sévère, on a des gosses qui ont 12 à 14 ans, qui sont nourris d'anti-judaïsme, d'antisémitisme, d'antisionisme, tout ça mélangé, qui, et ça c'est un aspect très important, dont on ne parle jamais. Vous savez que dans l'ensemble des pays arabes, il y a des interdits sexuels qui sont tellement gigantesques que, par exemple, aujourd'hui encore, dans un pays comme le Maroc, donc un pays arabe moderne, un jeune adolescent, une jeune adolescente ne peuvent pas se tenir la main dans la rue. Alors, rappelez-vous ce que vous étiez à 14 ans, à 16 ans, à 18 ans, quand on a la testostérone au plafond, et que votre seule possibilité d'exprimer libidinalement votre agressivité, c'est très sérieux. Ce que je peux vous rappeler qu'à cet âge-là, j'étais dans le maquis, et que c'est pas mes parents qui m'y envoyaient. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un fanatisme qui est d'ordre comme ça, délirant et hystérique. Il y a une hystérisation de ces jeunes Palestiniens qui n'est pas prête de cesser pour des raisons comme ça, à la fois de coutumes, de mœurs, de géopolitique, tout ça mélangé. Le baril de poudre, c'est ça. C'est cet ensemble de choses comme ça qui viennent de très loin et de très proche. Henri Hedgenberg a déclaré que... Vous voulez faire croire ça sérieusement? Écoutez, il n'y a qu'à regarder. Revenons, s'il vous plaît. Vous regardez les on essaie de images, revenir en sur le France. terrain, On essaie de revenir en en France. Israël dans une émeute. D'accord, je viens avec vous. L'invitation est plaisante, certes, mais... vraiment dans le délire. Vous avez Regardez, je ne vous permets pas de parler comme ça. D'accord? Non, je n'aime pas ce type de... Je dis ce que je veux, on est en démocratie, cher maître. Et on n'est pas dans un prétoire et vous n'êtes pas le président d'un prétoire. D'accord? Si, on est tous en train de délirer. Et je vais vous dire pourquoi. De toute façon, dans la communauté juive, il n'y a jamais eu aucune solidarité intellectuelle d'aucune sorte réelle. C'est pour ça que le CRIF, finalement, l'invention du CRIF, c'est un mensonge par rapport à la réalité historique et sociologique et culturelle. Vous savez quand le CRIF a été Attendez, créé? laissez-moi terminer. Non, je vais vous le dire pour pas que vous disiez des bêtises. Le CRIF a été créé de l'époque de M. Kahn pendant la résistance contre l'occupation nazie, parce qu'il n'y avait pas Et d'organisation. alors, ça servait à quoi? Ça servait à quoi, cher maître Hedgenberg? À rien. Vous le savez pas parfaitement. Ça n'a servi à rien. Mais oui. Mais non, ça n'a servi à rien, concrètement. La création de l'État d'Israël, oui, a servi à quelque chose pour protéger les Juifs de l'antisémitisme. Les Juifs qui étaient dans la résistance, ça n'a servi à rien. Non, je parle du CRIF. Le CRIF, ça n'a servi à rien. Ça n'a rien changé au destin tragique des Juifs de France. Je connais mieux que vous. Est-ce que vous avez lu le livre de Simon Schwarzfuchs sur le rôle des institutions juives pendant la guerre? Je ne lis pas les livres, je les écris. J'ai écrit des livres sur ces questions très précises. La vérité sort de sa bouche. Bon, écoutez, comment revenir à faire entendre des voix de la paix en France? Vous n'avez pas une opinion, monsieur. Attendez. Comment aller à la cohésion? Tous d'accord ensemble. Tous d'accord, tout ça. Frédéric Ancel. C'est aussi depuis quelques semaines le seul pays, à ma connaissance, mais je me trompe peut-être, où des synagogues sont touchées, sont atteintes. Donc manifestement, il y a un problème. Manifestement, il y a un problème quelque part. Juste deux mots. La violence, de la haine. Et tout ce discours de fraternité, d'amitié, de respect de l'autre, il doit être bâti ici. Alors parce que ce qui est grave, c'est que ce qui s'est passé en France ne s'est passé nulle part ailleurs. Et nous avons les uns et les autres des amis, des parents, en Amérique, dans le monde entier, en dehors même d'Israël. Et nulle part, on a vu, on a vu, pourquoi Il faut essayer de comprendre la cause à un moment. Les bons sentiments, c'est très bien, mais ça ne permet pas d'expliquer pourquoi. Parce que la France est un pays traditionnellement antisémite avec une extrême droite, parce qu'il faut quand même savoir que beaucoup des attentats contre les synagogues sont le fait des mouvements d'extrême droite, comme c'était le cas à Toulon, qui sont un petit peu réveillés comme ça et qui ont pris le prétexte de ce qui se passe au Moyen-Orient pour refaire des attentats. Ça date pas d'hier, les attentats, contre les synagogues. La France est un des rares pays dans le monde, en l'an 2000, où un juif, pour aller prier, doit avoir la protection des flics. On ne peut aller prier quand on est juif en France que sous la protection des flics. C'est aberrant quand on y pense. On n'est pas sous Pétain. Dans le conflit extérieur. Henri Hedgenberg, ensuite...